Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien, et si c'est pas le cas, me racontez pas vos vies, mais comme vous l'aurez vu avec cette belle miniature, on va s'attaquer à la review du film de Power Rangers sorti en 2017. Comme d'hab, je vais faire un petit récap, ensuite je vais faire quelques petites interventions, et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis final. On perd pas de temps, allez go! Le film commence sur Terre dans une ère cénozoïque et nous sommes sur ce qui semble être un champ de bataille. Le Ranger Rouge, qui semble être blessé et à bout de force, adresse un message à Alpha 5 en lui disant qu'il était le dernier survivant de son équipe. Ce Ranger Rouge était en fait Zordon Deltar et avec son équipe, il livrait un combat contre Rita Repulsa, qui était la Ranger verte de l'équipe et qui les avait trahis. Zordon cache les médaillons du pouvoir afin que ces derniers puissent confier leur pouvoir à une nouvelle génération de héros qui s'en montrera digne. En faisant face à Rita une dernière fois, on comprend que les ambitions de Rita étaient de contrôler l'univers grâce au pouvoir du cristal Zeo. Dans le but d'arrêter Rita, Zordon avait ordonné à Alpha d'envoyer un météore s'écraser sur la Terre. Alors déjà, chose inédite par rapport à la série originale de Power Rangers, c'est que dans ce film, Rita et Zordon étaient des Power Rangers. Ils ont fait partie de la même équipe. Et dans la série originale de Power Rangers qu'on connaît, Rita et Zordon n'étaient pas des Power Rangers. Là, franchement, j'ai bien apprécié. Zordon en Ranger Rouge et Rita en Ranger Verte. En plus, Rita en Ranger Verte, ça aurait donné du sens à une potentielle arrivée de Tommy, parce que comme vous le savez, dans Power Rangers, la première fois que Tommy arrive dans Power Rangers, il devient le Ranger Vert et c'est un Ranger Vert maléfique. Et là, Rita est, on va dire, corrompue par le pouvoir et du coup, ça aurait donné du sens à la potentielle future corruption de Tommy s'il y avait une suite à ce film. En tout cas, j'ai bien apprécié l'idée, c'était franchement excellent pour moi. L'histoire commence lorsque Jason Scott, un athlète lycéen, se retrouve en retenue pour être entré par effraction et voler une vache au lycée d'Angel Grove. C'est là qu'il fait la connaissance de Billy Cranston, un jeune prodige en informatique, et Kimberly Hart, une ancienne pom-pom girl. Billy et Jason se lient d'amitié rapidement. Plus tard, à la demande de Billy, ils se rendent sur un site interdit d'accès. Jason retrouve chemin et décide de laisser Billy vaquer à ses occupations. En chemin, ils croisent Kimberly et après une petite discussion, ils entendent une explosion à l'endroit où Billy se trouve et le rejoignent. Ils se rejoignent par Trini et Zach qui n'étaient pas très loin. Les 5 ados trouvent les médaillons enfouis, mais avant de comprendre ce que c'est, ils s'enfuient parce qu'ils ont été repérés par la sécurité qui surveillait ce site interdit d'accès. Ils s'enfuient en voiture mais sont heurtés par un train et trou noir total. Le même soir, le père de Jason, qui est marin-pêcheur, va avoir une très grosse surprise dans son chalut. En plus d'avoir pêché du poisson, il remonte un corps en mauvais état. On comprend rapidement que c'est le corps de Rita Repulsa puisqu'elle tient le médaillon vert. Un policier se rend sur le bateau pour voir ce cadavre, mais Rita se réveille. Alors là, grosse différence avec Power Ranger Mighty Morphin, encore une fois, c'est que dans le film là, les Rangers ont des capacités physiques surhumaines, même quand ils ne portent pas leur costume. Là, par exemple, on peut voir qu'ils ont une super vitesse, le pouvoir de sauter super haut, une super force, parce que bon, on voit quand même Kimberly, alias Naomi Scott, alias ma femme, ma future ex. Bref, les gars, on parle de Naomi Scott, on parle de Power Ranger, donc là, faut savoir. On la voit briser son téléphone quand même à une main comme ça, et ensuite, on voit qu'ils ont une capacité physique, résistante de malade, parce que bon, ils sont quand même fait percuter par un train, vous voyez. Donc moi, je sais que si je me fais percuter par un train, j'y survis clairement pas. Déjà, juste je marche sur un Lego, je remets en question ma virilité, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous voyez la différence. Après s'être familiarisés avec leurs nouvelles aptitudes, les Rangers se rendent sur le site où ils ont trouvé les médaillons et découvrent un vaisseau extraterrestre enfoui sous terre. Ils sont accueillis par Alpha 5 qui leur demande de se placer sur des socles lumineux afin d'invoquer Zordon. Son essence a été scellée dans la matrice du vaisseau, ce qui a pu en quelque sorte le sauver. Les Rangers font la connaissance de Zordon et ce dernier leur explique l'histoire concernant les Power Rangers et leur mission qui était de protéger le cristal Zeo. Pour la faire courte, Zordon explique aux Rangers que chaque planète dans l'univers qui a développé la vie a un morceau du cristal Zeo enfoui dans son sol. Il leur explique aussi que lui et son équipe sont morts en défendant ce cristal sur Terre il y a 65 millions d'années. Zordon leur montre des images de l'avenir et les Rangers peuvent voir dans cette vision Rita Repulsa et il leur dévoile également son plan qui est de créer Goldar, un monstre gigantesque qui arrachera le cristal Zeo des entrailles de la Terre. Les Rangers ont évidemment peur et préfèrent fuir. Zordon demande à Jason de convaincre les autres d'accepter leur destin et de défendre la Terre. Pendant ce temps-là, Rita, elle, accumule de l'or afin de créer Goldar. Le lendemain, Jason réussit à convaincre les autres pour qu'ils deviennent des Power Rangers. Ils se rendent au centre de commande mais n'arrivent pas à se transformer parce qu'ils ne forment pas encore un groupe soudé. Zordon, qui est impatient, leur fait démarrer leur entraînement sans armure.
De son côté, Billy parvient à localiser la position exacte du cristal Zeo. Alors déjà, moi j'ai grave kiffé ce concept de vous devez d'abord former une véritable équipe avant de vous transformer en Power Rangers. Parce qu'avant tout, Power Rangers pour moi c'est ça, c'est l'esprit d'équipe, c'est la cohésion de groupe. Et s'il n'y a pas cette cohésion, vous ne pourrez pas vous transformer. Et au niveau des enjeux, ça va être super chaud parce que Rita est sur le point d'attaquer la Terre dans une dizaine de jours. Et après, elle va récupérer le cristal Zeo, la Terre va disparaître. Et là, du coup, vous serez obligé de faire tomber les masques, de faire équipe, de vous faire confiance les uns les autres, parce que sinon c'est foutu. Et ça, franchement, j'ai grave kiffé au niveau des enjeux. C'est quand même quelque chose de gros. Alpha présente aux Rangers leurs ordres, mais étant donné qu'ils n'arrivent toujours pas à se transformer, ils ne pourront pas les contrôler. Zack fait l'idiot en tentant de piloter le Zord mastodonte dans le dos d'Alpha et les autres. Ce qui énerve Jason et ces deux-là vont littéralement se battre. Billy va s'interposer entre les deux pour qu'ils arrêtent de se battre. Et il se produit quelque chose d'incroyable. Billy réussit à invoquer son armure du Ranger bleu, mais disparaît aussitôt. Les Rangers lui demandent de la faire revenir, mais il n'y arrive pas. Zordon demande également aux Rangers de se transformer ensemble, mais pareil, aucun résultat. Ce qui rend Zordon impatient. La scène d'après, Jason surprend une conversation entre Zordon et Alpha, et à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que Zordon est si impatient que ça. Déjà, premièrement, c'est parce que déjà, c'est la survie de l'univers qui est en jeu. C'est totalement compréhensible et logique. Et l'autre raison, c'est qu'à partir du moment où les Rangers réussiront à se transformer en Power Rangers, les portes du réseau de transmutation s'ouvriront, ce qui permettra à Zordon de s'extirper de son mur et de revenir à la vie pour mener l'équipe. Mais Jason n'est clairement pas d'accord avec ça. Il lui dit, mec, il y a des millions d'années, t'as eu ta chance avec ton équipe, mais vous êtes mort, donc ne sous-estimez pas moi et mon équipe. Ah, il lui a parlé vraiment cash là. La scène d'après, on passe à la scène du feu de camp, une de mes scènes préférées du film, clairement, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, les Rangers apprennent réellement à faire connaissance, et ça, franchement, c'était super satisfaisant à voir. À part Kimberly qui va se dévoiler un tout petit peu plus tard dans le film, Jason qu'on connaît tous, voilà. Mais le plus intéressant, c'était Trini, Zack et Billy. Par exemple, Trini qui était, on va dire, en pleine crise d'identité, qu'elle se cherchait encore, parce que déjà, le fait qu'elle déménageait trop souvent, ça l'aide pas forcément du coup, et en plus Zack qui était, on va dire, c'était super touchant quand même, parce que au début Zack, on avait l'impression que c'était un peu le guignol de service, qu'on avait envie de tarter, parce que le mec était tout le temps surexcité pour un oui ou pour un non, il faisait l'idiot, mais là on comprend ce qu'il y a derrière, on voit que il va plus trop à l'école parce qu'il s'occupe de sa mère, voilà, parce qu'elle est super malade, il a peur qu'elle meure tout simplement, et là franchement on arrive à se mettre à sa place, parce que il y a beaucoup de gens qui ont connu cette situation, notamment des jeunes, des plus grands, des adultes, et franchement c'est super touchant, on arrive à se mettre à sa place, et ça franchement j'ai grave aimé. En fait, comme tout adolescent, voire même comme tout être humain, on porte un masque. Enfin, ça nous est déjà arrivé de porter un masque au moins une fois ou plusieurs fois dans nos vies. Et quand je dis un masque, vous m'avez compris, c'est une façon de parler. Et comme Jordan l'a dit, en fait, il vous faut tomber les masques et le champ de transmutation s'ouvrira à vous, tout simplement. Dans la nuit, Rita rend une petite visite à Trini pour lui demander, avec quelques coups portés au passage, où se trouve le cristal Zeo. Trini alerte les autres et ils décident d'aller défier Rita sans leurs armures. Un acte courageux mais stupide car Rita aura réussi à soutirer des informations à Billy sur la position du cristal Zeo avant de le noyer. Scène très émouvante avec les Rangers qui portent le corps de Billy jusqu'au centre de commande. Ils demandent à Zordon s'il peut le ramener à la vie, mais même Zordon ne peut rien y faire. Cet événement malheureux a renforcé les liens entre eux et grâce à ça, les portes du réseau de transmutation se sont ouvertes. Ce qui aurait pu laisser une chance à Zordon de s'extirper du mur, mais a préféré utiliser cette énergie pour donner vie à Billy. Alors là, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas vraiment de très grands fans de Power Rangers, qui connaissent Power Rangers mais qui ne regardent pas comme moi je regarderais par exemple. En fait, parce qu'il y en a certains, je les vois venir et j'ai déjà eu cette conversation avec certains, le réseau de transmutation, c'est pas quelque chose de what the fuck. Parce que quand Billy est revenu à la vie, j'avais discuté avec quelques personnes, ils se sont dit c'est un peu du n'importe quoi, etc. Mais en fait, le réseau de transmutation, en fait, ce n'est pas seulement un champ de transmutation. En fait, c'est une source d'énergie pure. En fait, avec cette source d'énergie, on peut créer des armes, on peut créer la technologie des Rangers, elle peut redonner vie aussi, elle peut donner la vie, comme par exemple Steel dans Power Rangers Beast Morphers. Steel de base était un robot, ensuite il a été détruit par Evox, et ensuite, grâce au réseau de transmutation, la Morphine Master verte ou la maître de la transmutation verte lui a redonné vie, et en plus de ça, lui a donné un corps d'humain. Donc ce qui se passe là avec Billy par exemple dans le film, ce n'est pas illogique. Et si je dois citer un événement similaire à celui de Billy dans le film, par exemple dans le dernier épisode de Power Rangers L'autre galaxie, quand Kendrix revient à la vie.
Rita, quant à elle, a réussi à créer Goldar et ils font route vers Angel Grove pour prendre le cristal Zeo. Les 5 adolescents à nouveau réunis et déterminés parviennent à se transformer en Power Rangers. Afin qu'elles ne soient pas gênées par les Rangers, Rita leur envoie ses soldats et un bon petit combat sympathique s'engage. Et se rendant compte qu'ils ont perdu du temps, les Rangers utilisent leurs ordres pour se rendre à Angel Grove. Pour finir, nous avons un combat titanesque dans la ville que j'ai bien apprécié. Les Rangers sont mis en difficulté par Goldar, qui est très puissant. Il pousse les ordres dans un trou qui contient de la lave en fusion, et quand tout espoir semble perdu, grâce au pouvoir du cristal Zeo, les ordres fusionnent pour former le puissant Dino Megazord. Les Rangers parviennent à vaincre Goldar, et le Megazord envoie d'un seul coup de poing Rita dans l'espace. Angel Grove est sauvé, les Rangers sont acclamés et pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, nous avons un caméo de Amy Johnson et Jason David Frank, qui ont joué respectivement Kimberly et Tommy dans la série originale de Power Rangers. Zordon les félicite en leur disant qu'ils seront liés à jamais, comme le veut la tradition des Power Rangers. Bon, récap terminé, je vais vous donner mon avis final concernant ce film. Et ben moi, j'ai grave apprécié ce film déjà pour le ton qu'il aborde. C'était un ton sacrément nuancé, si je peux dire, parce que voilà, c'était pas trop sombre, c'était pas trop mature, c'était pas trop teenager. En fait, c'était bien, c'est abordable pour tout le monde. De toute façon, c'est du Power Rangers. Déjà, j'ai surtout bien aimé ce concept de la cohésion de groupe qui est importante, et c'est pour moi aussi important dans la franchise Power Rangers. Ben pour vous aussi, je pense. Donc ça, c'est sûr. Mais en fait, comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas cette cohésion de groupe, il n'aurait pas pu se transformer en Power Rangers. Et ça, au niveau des enjeux, ça aurait été super, c'est super cool quand même, parce que bon, là, en fait, ils ne peuvent pas faire semblant. Si vous ne voulez pas créer cette cohésion, si vous n'y arrivez pas, ben là, c'est l'univers qui est perdu. Et du coup, en fait, bon, j'avoue qu'ils sont un peu forcés, mais ça doit être sincère quand même. Et là, pour le coup, ça a été super bien abordé dans ce film. Parce que oui, je comprends aussi les avis négatifs. Quand même, l'action arrive vraiment tardivement à 20 minutes de la fin. Ça, je peux comprendre, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est logique, il faut une cohésion pour créer un lien. Faut pas que ça soit, ça se fasse en mode, en mode 2 secondes. Là, ça a été super bien fait. Bon, des fois, c'était un peu lent. On va pas se mentir, c'était vraiment lent. Mais quand même, essayez de comprendre que, voilà, pour créer des vrais liens, il faut quand même du temps, ça se fait pas rapidement. Et franchement, le message qu'envoie ce film, franchement, il peut être impactant pour certains. En gros, faites tomber les masques et vous pourrez faire des choses extraordinaires. Ça se trouve, vous avez des gens dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, sur votre palier même. Si vous faites tomber les masques, si vous apprenez, on va dire, à faire connaissance, bon, c'est pas facile, hein, je suis d'accord. Hein. Moi, le premier, je dis ça, mais clairement, je suis pas le mieux placé pour dire ça. Mais en gros, voilà, c'est un très beau message que porte le film. En gros, faites tomber les masques et ensuite vous pourrez trouver des gens autour de vous et avec ces gens-là, vous pourrez créer des choses extraordinaires. Et ça, franchement, c'est très beau. Et concernant le film qui est lent, l'action qui arrive tardivement, qui n'est pas beaucoup d'action dans ce film, les gars, là je parle pour ceux qui ont un avis négatif, évidemment je les comprends et je vous demande de me comprendre. Je ne demande pas d'être d'accord avec moi bien sûr, mais je vous demande juste de comprendre. Les gars, concernant ce film, il devait avoir 5 ou 6 suites de prévues, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'allait pas vraiment tout mettre, vraiment mettre de l'action, tout ce qui pète, du Power Rangers quoi, dans le tout premier film, c'est logique. J'avoue qu'ils auraient quand même pu en mettre un tout petit peu, mais je sais pas, vous allez pas tout mettre au début, vous allez conserver ça sur la durée. Regardez par exemple le MCU avec Marvel. Imaginez qu'ils avaient tout mis dans Iron Man 1 en 2008, le tout premier film du MCU, on va dire, et ensuite dans Endgame, il se passe pas grand chose. Là, on va pas se mentir, ça aurait pas excité le grand monde. Donc, encore une fois, je comprends ceux qui voulaient de l'action dès le début. Ça, c'est compréhensible, c'est du Power Rangers. Parce que quand tu dis Power Rangers, tu dis baston à tout va, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais juste comprenez le délire. En plus, là, c'était un univers qui voulait vraiment mettre en place. Un univers, ça se fait pas comme ça, quoi. Quand vous regardez le premier Iron Man, pareil. Là, il y a de l'action. Il n'y a pas de l'action de malade, bien sûr, mais il y a quand même de l'action. Et là, pour Power Rangers, bon, là, il y en a moins. Parce que, comme j'ai dit encore une fois, faut créer cette cohésion. S'il n'y a pas cette cohésion, vous n'aurez pas les armures de Power Rangers. Vous n'aurez pas les armures toutes pimpantes et tout. Donc là, il n'y aurait pas de trucs spectaculaires, quoi. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, je vous demande juste de comprendre là. Et puisqu'on parle des armures, je peux comprendre que ça fasse bizarre. Hein, parce que moi, je vais pas vous mentir, au tout début, quand ils avaient révélé les armures en photo, moi, ça m'a fait super chelou. J'ai directement pensé à Iron Man, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Hein. Mais ça donne un côté cosmique. En fait, les armures, ça va. Je trouve que ça va. Elles se ressemblent vraiment toutes même au niveau des casques.
Au niveau des casques, ça fait pas comme Mighty Morphin, nous ont leurs casques. Là, t'arrives à bien voir que c'est des casques différents, genre Mastodon, Triceratops et tout. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous pareils. Mais bon, je pense qu'au fil des films, ça allait forcément changer au niveau des costumes, des designs et tout. Mais bon, moi je m'y suis habitué. Mais bon, je peux comprendre que pour certains, ça fasse super bizarre. Puisqu'on parle des armures, franchement, j'aurais bien aimé un deuxième round entre Rita et les Rangers en armure. Parce que le tout premier round, c'était Rita contre les Rangers sans armure. Et du coup, elle les a rétamés comme pas possible. Et là, franchement, j'aurais bien aimé un deuxième round à Angel Grove avec en fond Goldar qui détruit tout sur son passage en cherchant le cristal Zéo. Franchement, ça aurait été sacrément spectaculaire. En plus, tu aurais pu faire la formule de base de Power Rangers, c'est-à-dire combat au sol. Ensuite, on passe à la phase Megazord et ensuite combat spectaculaire et fin. Mais bon, je pense qu'il y a une raison pour qu'il n'ait pas fait ça. Peut-être, hein. Peut-être parce que ça allait faire trop du réchauffé par rapport à Tommy qui devait arriver dans le prochain film. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'à la fin, Tommy a été teasé dans la scène post-générique du film. Mais bon, on n'a pas eu d'acteur, hein, on a juste cité son nom. Mais bon, parce que bon, faut savoir que quand Tommy arrive dans la série originale de Power Rangers, Tommy est le Ranger vert et c'est le Ranger vert maléfique qui affronte les Rangers. Donc peut-être que les scénaristes ou le réalisateur ne voulaient pas peut-être que ça fasse trop du réchauffé, qu'en gros voilà, parce que Rita dans le premier film c'est la Ranger verte et du coup elle affronte les Rangers, et peut-être qu'ils voulaient pas forcément faire du réchauffé parce que Tommy est Ranger vert et il affronte les Rangers, donc ça allait faire en sorte qu'on affronte deux fois le Ranger vert dans deux films différents. Je pense que c'était pour ça, ou peut-être qu'il y a eu d'autres raisons, je sais pas pourquoi, ou peut-être qu'ils ont bâclé ça, pas assez d'argent, mais bon. Et puisqu'on parle de Tommy, je pense qu'il y aurait eu un triangle amoureux parce que de base dans la série originale, Tommy et Kimberly sont en couple tout simplement. Et là dans ce film, on a l'impression que c'est Kimberly et Jason qui se kiffent. Et je pense qu'il y aurait eu un triangle amoureux et franchement ça aurait été super intéressant et drôle à voir. Et concernant Rita Repulsa, Rita n'est pas morte. Parce qu'on a l'impression qu'elle meurt quand elle est envoyée dans l'espace et tout. Mais Rita n'est pas morte. En plus, on voit le clin d'œil derrière elle qui est la Lune. Et vous allez vous dire pourquoi un clin d'œil. Parce que dans la série originale de Power Rangers, Rita Repulsa a un palais sur la Lune. Donc là, il y a volonté de nous faire un clin d'œil clairement pour nous dire que Rita reviendra dans les prochains films, qu'elle atterrira sûrement sur la Lune et que voilà, elle reviendra plus tard. Pas forcément dans le 2 ou le 3, peut-être dans le 2 parce que bon, il y a Tommy, qui dit Tommy dit Rita au début, forcément. Donc elle serait revenue dans les prochains films, ça c'est sûr et certain. Il y a clairement volonté de nous dire que Rita atterrira en quelque sorte sur la Lune. Et par rapport au cristal Zéo, Rita a dit avant de disparaître, si ce n'est pas elle qui prend le cristal, c'est d'autres personnes qui le prendront. Mais qui? Lord Z, l'Empire des Machines, Dark Spectre, Divatox? Bon, ou peut-être même l'Empire du Mal, en fait, l'Alliance Maléfique, dirigée par Dark Spectre. Peut-être que c'est lui qui est derrière tout ça, qui a corrompu Rita, je ne sais pas comment, peut-être grâce au cristal du chaos, ou peut-être même que c'est Lord Z qui a corrompu Rita. Franchement, je ne sais pas. C'est pas illogique ce que je dis quand même, parce que ça se trouve même, ils sont derrière cette intrigue-là, et Zordon a oublié de mentionner l'Empire ou l'Alliance Maléfique. Ça se trouve, voilà, on aurait découvert l'existence de cet Empire ou de cette Alliance plus tard dans les films, dans le deuxième film. Peut-être parce que, allez, on va dire que Zordon et son équipe ont réussi à enfermer Lord Z dans une sorte de poubelle galactique quelque part. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné la menace Lord Z, etc. Mais bon, tout est possible, hein. Franchement, il y aurait eu tellement de possibilités. Et à la fin, on aurait pu tout simplement faire un truc super épique. L'alliance du mal contre les Power Rangers. Ou voire même, tu fais un truc super inédit par rapport au Mighty Morphin. Tu fais arriver l'Armada, l'Empereur Mavro et tout ce qui suit pour une invasion finale contre les Power Rangers dans un combat final super épique. Concernant les références dans ce film, j'en ai pas tellement vu, ou peut-être parce que je suis qu'une merde et que j'ai pas vraiment l'œil, mais sinon en fait j'ai capté vraiment que deux références, c'est Marina Bay et Ripside. En fait ces noms sont prononcés par le père de Jason lorsqu'il cherche Jason dans la ville d'Angel Grove quand Goldar et Rita ont attaqué la ville. Et du coup le nom Marina Bay me fait penser à Mariner Bay, la ville des Power Rangers Sauvetage Éclair. Et Ripside me fait penser, Ripside c'est le nom clairement de la ville des Power Rangers Dino Tonnerre. Peut-être que c'était une référence, ou peut-être que c'était juste placé comme ça. Peut-être que dans la ville d'Angel Grove, il y a des quartiers qui s'appellent comme ça, tout simplement. Mais bon, pour Ripside, je suis pas très sûr. Parce que bon, Ripside c'est une ville, c'est pas Angel Grove. Peut-être que Ripside c'est un quartier, et Tommy, le Tommy qui a été teasé à la fin du film, vit dans ce quartier de Ripside.
Parce que le Tommy qui est âgé dans la série Power Rangers, Tommy déménage d'Angel Grove pour aller vivre à Riverside. Donc là, peut-être que le Tommy jeune du film vit à Riverside. C'est pas impossible. Et peut-être que même, justement, dans le deuxième film, on allait découvrir qu'une équipe de secouristes est intervenue pendant les événements d'Angel Grove. Peut-être la sauvetage éclair existe. Bon, ils n'ont pas leur équipe de Power Rangers, mais peut-être que la sauvetage éclair existe et franchement, le clin d'œil aurait été sacrément sympathique. Et peut-être que même au fil des films, justement, une sorte de police spéciale aurait été créée justement pour lutter contre ces invasions, pour aider, pour épauler les Power Rangers. Et là, je pense à la Super Police Delta, sans qu'ils créent forcément leur Ranger, mais le clin d'œil aurait été franchement excellent par rapport aux autres saisons. Bon, la Ranger Family, on a fini avec cette vidéo. Franchement, ça m'a fait super plaisir de la faire. En plus, c'est la première fois que je fais une review sur un film. Parce que bon, le film, enfin, l'espèce d'épisode anniversaire de Power Rangers Mighty Morphin, toujours vers le futur, disponible sur Netflix. Bon, c'est pas vraiment un film. Bon, il dure une quarantaine, cinquantaine de minutes. Mais ça, pour moi, c'est pas un vrai film. C'est plus un double épisode fusionné, quoi. Parce que si on compte le générique, ça doit durer une quarantaine, 45 minutes, 48 minutes à tout péter, quoi. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à le dire en commentaire. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé le film ou non. Et si vous aurez apprécié des suites et quelles idées vous auriez eues. Franchement, moi, ça m'intéresse grave et ça me fera super plaisir de lire et de répondre. Et je sais qu'il y en a qui vont me le demander en commentaire. Oui, je ferai la review du film Power Rangers Mighty Morphin sorti en 1995. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais vous inquiétez pas, elle arrivera sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. C'était Mousco, la Ranger Family. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.